Une jeune fille, un châtiment cruel, un mur de feu. Alors que personne n'osait intervenir, un sauveur émergea. Celui que on attendait le moins. Ce qui allait suivre débranlerait les certitudes de son peuple et tout ce qu'il défendait. Année était 1867. La frontière sauvage demeurait un lieu tumultueux où des mondes opposés entrechoquaient sans se comprendre. Isabelle Laroche, 12 ans, avec sa chevelure couleur des blés et ses yeux bleus empreints de détermination, elle n'avait jamais su se plier aux exigences rigides de Valclair, la petite colonie que sa famille avait aidé à fonder 3 ans plus tôt. Tandis que les autres filles exerçaient à la broderie et à la cuisine, Isabelle éclipsait pour explorer les collines environnantes et entraînée au tir avec le vieux mousquet de son père, loin des regards inquisiteurs. Isabelle Marie Laroche. La voix de sa mère fendit air de cette fin après-midi, alors que Isabelle revenait une nouvelle expédition non autorisée. Où étais-tu? Monsieur le curé et son épouse attendent depuis près d'1 heure. La tension était palpable ce soir-là au foyer des Laroche. Le père d'Isabelle, Henri Laroche, venait d'être nommé nouvel administrateur de la colonie suite au décès de son prédécesseur, emporté par les fièvres. Cette nouvelle fonction accompagnée des attentes accrues pour toute la famille, et particulièrement pour Isabelle. Ton comportement rejaillit sur nous tous, désormais, expliqua sévèrement son père pendant le dîner, une fois les invités partis. La communauté nous regarde, elle attend de nous une conduite irréprochable. Isabelle remua distraitement la nourriture dans son assiette. J'y observais simplement les fleurs sauvages près du ruisseau, père. J'y en ai trouvé certaines qui pourraient avoir des vertus médis. Henri abattit sa main sur la table. Cette fascination pour la vie sauvage doit cesser. Tu deviens une jeune femme, il est temps d'agir en conséquence. Plus tard cette nuit-là, Isabelle surprit ses parents discutant de son avenir à voix basse, le ton inquiet. Cet enfant a besoin de discipline, Marianne. La suggestion de Abbé Dubois a peut-être du mérite. Le pensionnat de sa sœur à Montréal est spécialisé dans les cas difficiles. Le cœur d'Isabelle se serra. Elle avait entendu parler de ces institutions, des endroits où on forgeait des femmes du monde par des régimes stricts et des méthodes parfois brutales. L'idée d'être envoyée au loin la remplissait d'effroi. 2 jours plus tard, le désastre frappa la colonie. Alors qu'elle jouait près de la réserve, bravant les ordres parentaux, Isabelle renversa accidentellement une lampe à huile. Les flammes se propagèrent avec une rapidité effrayante, anéantissant les réserves de nourriture pour l'hiver. Bien que personne ne fût blessé, la survie de la communauté était désormais menacée. L'hiver approchant, une assemblée fut convoquée à la hâte. Isabelle se tenait tremblante devant les colons rassemblés, lisant la déception et la peur sur les visages de ses parents. Il faut faire un exemple, déclara Abbé Dubois sous les murmures des approbations. La discipline doit être maintenue, surtout dans ces territoires hostiles. Le châtiment décidé se voulait un avertissement pour tous les enfants. Isabelle serait attachée au poteau central de la place publique pour une journée et une nuit d'humiliation, afin de démontrer la gravité de l'insouciance à la frontière. Alors qu'on serrait la corde autour de ses poignets, la liant au bois rugueux, Isabelle ravala ses larmes. Elle n'avait pas voulu faire de mal. Mais alors que le soleil entamait sa descente vers l'horizon, elle vit venir la nuit avec une terreur grandissante. Les histoires de loups et de pumas hantaient ses pensées. Mais plus effrayantes encore étaient les récits murmurés sur les guerriers des plaines, aperçus dans la région. Ce que personne à Valclair ne comprenait vraiment, c'est qu'ils étaient observés. Depuis la crête lointaine, un jeune guerrier nommé Théoa surveillait la colonie, les yeux plissés. À 22 ans, il était déjà reconnu parmi les siens pour sa sagesse et son courage. Il traquait un groupe de voleurs de chevaux qui avaient dérobé des montures à son clan lorsqu'il remarqua l'activité inhabituelle dans le village des colons. À travers sa longue vue, échangée jadis avec des marchands métis, il distinguait la petite silhouette liée au poteau. Même à cette distance, il voyait bien qu'il agissait d'une enfant. Son front se plissa, mélange de confusion et d'inquiétude, alors que les adultes éloignaient, laissant l'enfant seul à l'approche de l'obscurité. Le peuple, comme ils se nommaient eux-mêmes, traitait les enfants comme des dons précieux. Même en matière de discipline, aucun enfant ne serait jamais placé en danger physique pour être puni. Ce que Théoa voyait le troublait profondément et heurtait tout ce qu'il croyait sur l'honneur et la protection des innocents. La nuit tomba et un vent glacial balaya la plaine. Isabelle se tenait seule, les poignets à vif. Dans l'obscurité, la colonie devint silencieuse, à l'exception du hurlement lointain d'un loup qui lui glaça le sang. Elle ignorait que son destin allait bientôt se lier à celui d'un guerrier issu d'un monde radicalement différent du sien. Un guerrier vivant selon un code qui ne lui permettait pas d'abandonner un enfant en danger,
peu importe son peuple. Alors que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel, Isabelle et Théoa se tenaient au seuil des événements qui changeraient à jamais non seulement leur vie, mais aussi les relations entre deux communautés prises dans la toile complexe une frontière en mutation. La nuit se fit plus froide, les nuages obscurcissant la lune et plongeant le village dans une obscurité quasi totale. Isabelle frissonna contre le bois. Sa fine robe de coton, offrait que peu de protection contre le vent mordant. Les rares lanternes suspendues aux bâtiments voisins projetaient des ombres longues et distordues qui semblaient danser de manière menaçante autour d'elle. Chaque craquement, chaque bruissement venu de la nature sauvage faisait battre son cœur à tout rompre. « Je ne pleurerai pas », chuchota-t-elle pour elle-même, bien que des larmes aient déjà tracé des sillons sur ses joues maculées de suie. « Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. » Dans la maison des Laroche, Marianne faisait les 100 pas près de la fenêtre, scrutant la silhouette lointaine de sa fille. « Henri, ce n'est pas juste, » implora-t-elle. « C'est juste une enfant. » La température chute et on a signalé La décision a été prise par le conseil, pas seulement par moi, répondit Henri, bien que sa voix manquât de conviction. Il fixait âtre, les flammes dansantes reflétant son conflit intérieur. Enfreindre les règles a des conséquences. Isabelle doit apprendre cela. Apprendre quoi, Henri? À craindre sa propre communauté? À se méfier de la protection de ses parents? La voix de Marianne se brisa. Quelle sorte de leçon est cela? À l'extérieur de la colonie, Théoa se déplaçait silencieusement à travers les broussailles, approchant avec prudence. Des années de chasse et des éclaireurs lui avaient enseigné la patience et la furtivité. Les défenses des colons étaient minimes, quelques hommes fatigués montant la garde au périmètre, plus soucieux de se réchauffer que de rester vigilants. À travers les espaces entre les bâtiments, Théoa voyait maintenant clairement la jeune fille. Elle gardait la tête basse, mais levait parfois les yeux vers le ciel, révélant un visage qui, malgré la peur, montrait une détermination remarquable. Ce n'était pas une enfant brisée par les circonstances. Quelque chose dans sa résilience lui rappelait sa jeune sœur, Naru, qui avait défié les traditions pour devenir chasseuse. Soudain, un tumulte à l'extrémité opposée de la colonie attira l'attention des gardes. Des cris éclatèrent alors qu'un petit groupe de cavaliers pénétrait dans le village. Aux armes. Des pillards. Le cri fut suivi par les bruits chaotiques des habitants se précipitant pour défendre leur foyer. Théoa reconnut immédiatement la tactique. Ce n'étaient pas des guerriers de son peuple. C'étaient les mêmes voleurs de chevaux qu'ils traquaient, des bandits opportunistes qui attaquaient aux colonies isolées avant de disparaître dans des territoires où l'armée ne les suivrait pas. Ils utilisaient une diversion classique, créant le chaos un côté pour masquer leur véritable objectif, enclos des chevaux à l'autre bout. Dans la confusion, personne ne remarqua la torche enflammée jetée sur le toit une grange près d'Isabelle. Le bois embrasa instantanément, les flammes bondissant vers le ciel nocturne. En quelques minutes, le feu se propagea aux structures adjacentes, créant un mur de flammes qui isolait Isabelle du reste de la colonie. À travers la fumée qui épaississait, Isabelle entendait des cris et des coups de feu, mais personne ne venait pour elle. Les cordes qui liaient ses poignets semblaient impossiblement serrées alors qu'elle tirait frénétiquement dessus. La chaleur devint intense, la respiration difficile. « À elle aide !» hurla-t-elle, sa voix à peine audible au-dessus du rugissement du brasier. « S'il vous plaît, aidez-moi !» De tel autre côté du village, Marianne Laroche se débattait contre les bras de son mari qui la retenait. « Notre fille est là-bas !» cria-t-elle désespérément. « C'est trop dangereux, toute la zone est engloutie. » Hurla Henri, le visage blême de regret et d'effroi. « Il faut attendre que les hommes maîtrisent le feu. Il sera trop tard. » Marianne tomba à genoux, submergée par l'impuissance. Théoa en avait assez vu. Les colons étaient concentrés sur la protection de leurs biens et le combat contre les pillards à l'autre bout du village. Personne ne bougeait vers enfants encerclés par incendie grandissant. Quels que soient les conflits entre leurs peuples, quelles que soient les raisons des Blancs pour punir ainsi une des leurs, ils ne pouvaient rester là et regarder une innocente mourir. Retournant à l'endroit où il avait dissimulé sa monture, un magnifique Mustang nommé Foudre, Théoa se prépara. Il dénoua une bande de cuir qu'il imbiba eau provenant de sa gourde et la noua autour de son visage pour filtrer la fumée. Puis, murmurant quelques mots à son fidèle compagnon, il pressa les flancs de Foudre. Isabelle avait presque perdu connaissance lorsqu'elle l'entendit. Le rythme puissant des sabots qui approchaient, une cadence différente des bruits chaotiques du raid. À travers ses yeux brûlants et embués de larmes, elle leva la tête pour découvrir une vision extraordinaire fendant le mur de flammes. Un guerrier monté sur un cheval tacheté, ses longs cheveux noirs flottant derrière lui, fonçant droit sur elle avec une détermination inébranlable.
Le temps sembla suspendre son vol alors que le Comanche émergeait de la fumée, telle une figure venue un autre monde. Les colons qui l'aperçurent se figèrent, partagés entre confusion et terreur, voyant leur pire cauchemar prendre vie au milieu du chaos. Mais Teoa ne leur prêta aucune attention, tout entier focalisé sur elle enfant qu'il devait atteindre avant que le brasier ne la consume. Un bond puissant, Foudre porta Teoa à travers la partie la plus étroite du rideau de feu. La chaleur était cuisante, roussissant la crinière de elle animale et les franges de la tunique du guerrier. Atterrissant de l'autre côté, il guida sa monture directement vers le poteau où Isabelle pendait mollement, retenue par ses liens. Dans un mouvement fluide, Teoa mit pied à terre, tira son couteau et trancha les cordes. Alors que la jeune fille s'effondrait, il rattrapa son petit corps et la hissa sur son cheval. Il n'y avait pas de temps pour des explications. Les flammes se refermaient autour réduisant leur îlot de survie à une peau de chagrin. Remontant derrière Isabelle, Teoa soutint son corps inconscient un bras tout en agrippant la crinière de Foudre de autre. Il murmura des encouragements à l'oreille de animale, lui demandant une dernière prouesse. Foudre répondit magnifiquement, rassemblant ses forces pour élancer à travers la partie la plus dense de l'incendie. Le pelage du cheval fuma et Teoa ressentit la morsure fulgurante du feu sur sa peau exposée, mais ils forcèrent le passage, émergeant de l'autre côté dans la sécurité relative de la prairie ouverte. Derrière eux, Valclair brûlait tandis que ses habitants luttaient désespérément contre le feu et les pillards. Devant eux étendait l'incertitude. Teoa emportait une enfant blanche loin des siens, un acte qui serait inévitablement interprété comme un enlèvement par les colons et l'armée. Pourtant, à cet instant décisif, face à la barrière de feu et aux préjugés, Teoa avait choisi la voie que ses ancêtres et la sagesse du peuple lui avaient enseignée. Le courage se mesure à la volonté de protéger l'innocent, quelle que soit la couleur de sa peau ou la langue qu'il parle. Alors que l'île enfonçait dans la nuit, Isabelle remua légèrement dans ses bras, son visage maculé de suie apaisé par l'inconscience, ignorant que son sauvetage allait déclencher une série d'événements qui défieraient les croyances de deux mondes en conflit. L'aube se leva sur les collines vallonnées, peignant le paysage de teintes ambre et or. Teoa avait chevauché toute la nuit, mettant une distance considérable entre eux et la colonie. Il arrêta finalement près d'un ruisseau isolé, abrité par des peupliers, un lieu connu de son peuple mais rarement visité par les colons. Isabelle se réveilla en sursaut, prise d'une quinte de toux violente alors que ses poumons tentaient d'expulser les résidus de fumée. Désorientée et effrayée, elle recula précipitamment jusqu'à ce que son dos heurte le tronc d'un arbre. Ses yeux écarquillés se fixèrent sur l'étranger qui lui avait sauvé la vie. « Qui êtes-vous » parvint-elle à articuler entre deux toux. « Où suis-je » Teoa agenouilla près du ruisseau, imbibant un morceau de tissu propre. Il approcha lentement, lui tendant le linge humide. « Pour ton visage » dit-il dans un français accentué mais clair. Elle apaise le souffle. Isabelle hésita avant d'accepter le tissu, le pressant contre son visage et ressentant un soulagement immédiat. « Vous parlez ma langue » observa-t-elle, la surprise emportant momentanément sur la peur. « Langue du commerce » répondit simplement Teoa. Il désigna son propre torse. « Je suis Teoa. » L'éducation d'Isabelle avait été farcie de mise en garde contre les Comanches, dépeints comme des pillards impitoyables. Pourtant, cet homme avait risqué sa vie pour la sienne. Cette contradiction la déconcertait. « Je suis Isabelle Laroche » répondit-elle prudemment. « Pourquoi avez-vous aidé » Teoa affairait à examiner Foudre pour soigner ses brûlures, appliquant un onguent sur les flancs roussis du cheval. « Aucun enfant ne devrait mourir attaché à un poteau » répondit-il finalement. « Pas enfant du peuple, pas enfant blanc. Aucun enfant. » Il lui tendit une lanière de viande séchée et une poignée de bail. « Manga. » Besoin de force. Elle estoma Isabelle gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait rien avalé depuis la veille du châtiment. Elle accepta la nourriture, observant Teoa avec attention pendant qu'elle mangeait. Ses mouvements étaient précis et efficaces, son expression illisible. Des brûlures marquaient son bras droit et son épaule, blessures subies en la sauvant. « Vous êtes blessé » dit-elle en désignant les plaies. Teoa jeta un coup d'œil à son bras comme il le remarquait pour la première fois. « Ça guérira » répondit-il avec détachement. Au fil de la matinée, la peur d'Isabelle céda peu à peu la place à la curiosité. Teoa expliqua qu'il devait la ramener aux siens, mais que le faire immédiatement serait trop dangereux. Les pillards pouvaient encore être dans la zone, et dans la confusion de l'attaque, un guerrier comanche apparaissant avec une enfant blanche serait probablement accueilli par des coups de feu avant toute question. « Nous attendons un jour » décida-t-il. « Puis nous trouverons une patrouille armée. Ils te ramèneront chez toi. »
Le visage d'Isabelle S. assombrit à la mention de son foyer. Peut-être que je ne veux pas y retourner, murmura-t-elle. Théoa suspendit ses préparatifs, étudiant son visage. Pourquoi ton peuple fait ça? Quelle faute pour une enfant? Isabelle raconta l'incendie accidentel, sa voix adoucissant alors qu'elle décrivait la réaction de la communauté et la soumission de ses parents face à la sentence. Je n'ai pas voulu le faire, termina-t-elle en essuyant une larme. Mais personne ne aime la crue. Ils ont dit que J avait besoin d'apprendre la discipline. L'expression de Théoa resta neutre, mais ses yeux reflétaient une compréhension profonde. Mon peuple aussi valorise la discipline. Mais nous enseignons par les histoires, par l'exemple, en vivant aux côtés des anciens. Il fit un geste vers les brûlures sur son bras. La douleur n'enseigne rien. Sinon la peur. Alors que la journée avançait, une dynamique inattendue s'installa entre eux. Isabelle, dont la curiosité avait toujours été le trait dominant, bombarda Théoa de questions sur la vie des siens. Loin d'être agacé, il semblait apprécier son intérêt sincère, expliquant les concepts de sa culture avec des mots qu'une jeune fille blanche pouvait saisir. « Ton peuple dit que nous sommes des sauvages », lui dit-il alors qu'il partageait un repas de lapin qu'il avait chassé. « Mon peuple dit que les Blancs n'ont pas des honneurs, qu'ils ne comprennent pas la terre. La vérité est plus compliquée. » Isabelle hocha la tête pensivement. « Mon instituteur dit que les Comanches sont les meilleurs cavaliers du monde. » Un sourire rare traversa le visage de Théoa. « C'est vrai, reconnut-il avec une pointe de fierté. Nos enfants apprennent à monter avant de savoir marcher. Pourriez-vous m'apprendre? Demanda Isabelle impulsivement. Juste un peu. Je n'ai monté que de vieux chevaux de ferme. Théoa considéra sa requête, puis acquiesça. Une leçon. Une courte. Ce qui suivit fut un après-midi remarquable où les barrières culturelles se dissolurent temporairement. Sous les instructions patientes de Théoa, Isabelle apprit à se tenir correctement, sans selle, juste avec une couverture légère, et à communiquer avec le cheval par de subtils transferts de poids et la pression de ses jambes. Elle tomba plusieurs fois mais se releva immédiatement, déterminée à maîtriser les bases de ce que Théoa lui enseignait. En fin d'après-midi, Isabelle parvenait à guider Foudre dans un circuit simple autour de leur petit campement, rayonnante de fierté. Théoa, elle, observait avec approbation, notant son équilibre naturel et son absence de peur. « Tu montes bien pour une fille blanche », commenta-t-il en elle aidant à descendre. « Esprit fort. » Isabelle rougit sous ce rare éloge. Personne à Valclair ne l'avait jamais complimenté sur sa détermination ou ses capacités physiques, bien au contraire. Alors que le crépuscule approchait, la réalité de leur situation reprit ses droits. Théoa devint plus vigilant, scrutant fréquemment l'horizon. « Il faut être prudent », expliqua-t-il. « Ces pillards, ni Comanches, ni Blancs. Des hommes mauvais qui vivent entre les deux, prenant à tout le monde. » Isabelle assis près du petit feu sans fumée que Théoa avait allumé, enveloppant dans la couverture qu'il lui avait prêtée. « Qu'est-ce qui va vous arriver ?» demanda-t-elle soudain. « Quand vous me ramènerez au blanc. » L'expression de Théoa devint grave. « Si chanceux, rien. Si pas chanceux. » Il haussa les épaules, le geste en disant plus long que les mots. « Mais ce n'est pas juste, » protesta Isabelle. « Vous m'avez sauvé. La justice n'est pas courante entre nos peuples, » répondit Théoa d'un ton factuel. La nuit tomba complètement. Soudain, ils entendirent des bruits de sabots au loin. Théoa éteignit immédiatement leur feu et entraîna Isabelle vers une cachette parmi les rochers voisins. « Silence !» chuchota-t-il. « Quoi qu'il arrive. » De leur cachette, ils observèrent un groupe de cavaliers traverser la vallée en contrebas. Ce n'étaient ni des soldats ni des colons, mais les mêmes pillards qui avaient attaqué Valclair. Ils se dirigeaient vers l'ouest, convoyant des chevaux volés et leurs butins. Une fois le groupe passé, Théoa revint vers Isabelle, le visage sombre. « Il cherche quelque chose ou quelqu'un. »« Moi » chuchota Isabelle, la peur revenant au galop. Théoa hocha lentement la tête. « Possible. Enfant blanche avec Comanche, ça poserait beaucoup de questions. Peut-être une récompense. » Il commença à rassembler leurs maigres affaires. « Nous partons maintenant. Trop dangereux attendre le matin. » Alors que Tilès s'apprêtait à partir, Isabelle saisit soudain la main de Théoa. Le geste le surprit. Les Blancs touchaient rarement les Indiens de leur plein gré. « Merci, » dit-elle avec ferveur, son jeune visage grave sous le clair de lune. Pas seulement pour m'avoir sauvé du feu, mais pour m'avoir traité comme une personne, pas juste comme une enfant désobéissante. Quelque chose changea dans le regard de Théoa, un adoucissement autour des yeux, une ombre de tristesse. Dans ma langue, les enfants sont appelés les petits êtres.
Pas parce qu'ils sont petits, mais parce qu'ils sont déjà des personnes complètes, avec simplement moins de temps passé sur Terre. Isabelle médita ces paroles, trouvant une profonde sagesse dans ce concept. J'y aimerais que plus de gens pensent ainsi, murmura-t-elle alors qu'ils montaient ensemble sur Foudre et s'enfonçaient dans la nuit. Ni elle un ni elle autre ne pouvaient anticiper à quel point leur brève rencontre allait ébranler des préjugés profondément enracinés, ni comment la compréhension tissée entre un guerrier comanche et une fille de colon résonnerait bien au-delà de leurs existences individuelles. Ce qui les attendait au-delà de l'obscurité protectrice, cependant, allait tester la confiance fragile qu'ils avaient établie et les forcer tous deux à affronter les dures réalités du monde qu'ils habitaient. Un monde où la compréhension entre leurs peuples demeurait aussi rare et précieuse que haut dans le désert. La lumière du matin filtrait à travers la brume lorsque Théoa et Isabelle approchèrent du fort Saint-Antoine, avant-poste militaire qui servait de frontière incertaine entre le territoire des colons et les terres encore contestées par les tribus. Ils avaient voyagé toute la nuit, empruntant un itinéraire détourné pour éviter les pillards tout en restant à écart des patrouilles. « Je ne vais pas plus près », dit Théoa en arrêtant Foudre sur une crête surplombant le fort. Au loin, le drapeau tricolore flottait au-dessus des murs de bois, et l'on pouvait voir les soldats affairés à leur tâche matinale. Les hommes de armés tirent sur les Comanches qui approchent trop. Isabelle ressentit une réticence soudaine à partir. Durant le peu de temps passé ensemble, Théoa lui avait montré plus de respect et de compréhension qu'elle en avait souvent reçu dans sa propre communauté. « Et si je leur disais que vous m'avez sauvé ?» suggéra-t-elle. Sûrement que Les mots ne changent rien, elle interrompit doucement Théoa. La peur est plus vieille que les mots. Il mit pied à terre et aida Isabelle à descendre de Foudre. De ses affaires, il sortit un petit objet enveloppé dans du cuir souple. « Pour toi, » dit-il en le déposant dans sa paume. « Pour te souvenir. » Isabelle déballa le paquet pour découvrir un cheval miniature magnifiquement sculpté dans du bois de cerf, suspendu à un simple cordon de cuir. Les détails étaient exquis, la crinière flottante, les jambes puissantes figées en plein galop. « C'est magnifique, » chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. « Mon père l'a fait pour moi quand je suis devenu guerrier, » expliqua Théoa. Il a dit que cela me rappellerait que même lorsque le chemin semble bloqué, comme le cheval, je peux trouver un passage. À travers, autour, ou par-dessus. Il fit un geste vers le fort. Maintenant, tu as plus besoin de cet enseignement que moi. Impulsivement, Isabelle jeta ses bras autour de la taille de Théoa, le serrant fort. Après un moment de surprise, il tapota maladroitement son épaule. Tu as un esprit fort, Isabelle Laroche, dit-il, utilisant son nom complet pour la première fois. Ne les laisse pas le briser. Sur ces mots, il aida à rassembler les quelques provisions nécessaires pour la courte marche jusqu'au fort. Alors qu'elle se préparait à partir, un nuage de poussière à l'horizon attira leur attention. « Cavalier, » dit Théoa, son corps se tendant. « Ils viennent de la direction de ta colonie. » À travers ses yeux plissés, Isabelle distingua un groupe des hommes à cheval approchant du fort par une patrouille de recherche venant de Valclair, menée par son père. Même à cette distance, elle reconnut la posture distincte des Henri Laroche. « C'était mon père, » dit-elle, sa voix trahissant un mélange complexe de soulagement et d'appréhension. Le visage de Théoa assombri. « Alors je dois partir maintenant. »« Attendez. » Isabelle lui attrapa le bras. « Et si je ne leur parlais pas de vous? Je pourrais dire que je me suis échappé pendant le feu et que je me suis caché dans les collines. » Théoa considéra sa suggestion, puis secoua la tête. « La vérité vaut mieux. Elle est dure, mais elle vaut mieux. » Il remonta sur Foudre en un mouvement fluide. « Dis-leur qu'un guerrier Comanche a sauvé. Certains ne croiront pas. Certains seront en colère. Mais les graines de vérité poussent lentement. » Isabelle serra le pendentif en bois de cerf. « Est-ce que je vous reverrai un jour? » Nos mondes se séparent comme la rivière et le ciel, répondit Théoa, sa voix teintée de résignation. Mais parfois la pluie tombe du ciel vers la rivière. Parfois eau monte de la rivière vers le ciel. Un sourire rare traversa ses traits. Peut-être un jour. Avec cette réponse énigmatique, il fit tourner son cheval. Avant de partir, il se retourna une dernière fois. Souviens-toi de enseignement du cheval, Isabelle Laroche. Trouve ton propre chemin. Puis il fut parti, chevauchant vivement vers les collines de l'ouest. Bientôt, il ne fut plus qu'une silhouette diminuant contre le soleil matinal. Isabelle regarda jusqu'à ce que l'île disparaisse, puis se tourna vers le fort, le pendentif caché en sécurité dans sa robe. Prenant une profonde inspiration, elle commença à descendre la crête, sa petite silhouette devenant plus visible à chaque pas vers avant-poste militaire. À l'entrée du fort, le chaos éclata lorsque une sentinelle aperçut approchant seule.
Les portes s'ouvrirent et des soldats se précipitèrent, fusils prêts, scrutant les alentours à la recherche de menaces. Un jeune lieutenant atteignit le premier, enveloppant rapidement dans une couverture et la conduisant à l'intérieur des murs protecteurs. « Mon enfant, où venez-vous » demanda Théil, la voix mêlée d'inquiétude et de confusion. Avant que Isabelle ne puisse répondre, le groupe de recherche de Valclair arriva dans un nuage de poussière et d'urgence. Henri Laroche tomba pratiquement de son cheval dans sa hâte d'atteindre sa fille. « Isabelle » cria Théil, le visage marqué par l'épuisement et le soulagement. Il étreignit fort, son corps tremblant d'émotion. « Nous pensions que tu étais morte quand le feu. » Sa voix se brisa, incapable de continuer. Isabelle se tenait raide dans l'étreinte de son père. Les événements des 2 derniers jours avaient changé quelque chose de fondamental en elle. Autour colons et soldats se rassemblaient, leurs expressions oscillant entre la joie et la suspicion. « Comment as-tu survécu, mon enfant » demanda Abbé Dubois en se frayant un chemin. « Le poteau auquel tu étais attaché a été complètement consumé par les flammes. » Tous les yeux se tournèrent vers Isabelle. À cet instant, elle sentit le poids d'un choix qui semblait bien au-delà de ses 12 ans. Un choix entre un mensonge confortable et une vérité difficile. Sa main bougea inconsciemment vers le pendentif caché contre sa poitrine. Astérisque, trouve ton propre chemin. Astérisque, j'y ai été sauvé, dit-elle clairement, sa jeune voix portant à travers l'assemblée soudain silencieuse. Par un guerrier comanche qui a traversé le feu quand personne d'autre ne le voulait. La réaction fut immédiate et prévisible. Incrédulité, outrage et la confusion éclatèrent autour d'elle. Son père blêmit, et Abbé Dubois bafouilla des indignations. « Absurde » déclara Abbé. La fille est confuse suite à son épreuve. Tout le monde sait que les Comanches. Son nom est Théoa, poursuivit Isabelle fermement, coupant court au brouhaha grandissant. Il aurait pu me laisser mourir. Il aurait pu me tuer. Au lieu de cela, il aime la protéger, nourrit, et aime à amener en sécurité près du fort. Elle regarda directement son père. Il a des brûlures sur les bras pour avoir traversé les flammes afin de couper mes liens. Henri Laroche fixa sa fille, voyant quelque chose de nouveau en elle, une certitude et une force qui n'étaient pas là auparavant. Pourquoi un Comanche ferait-il une chose pareille? Demanda-t-il doucement, une confusion sincère dans la voix. Isabelle se souvint des mots de Théoa. Parce qu'aucun enfant ne devrait mourir attaché à un poteau. Pas un enfant Comanche, pas un enfant blanc. Aucun enfant. La simplicité et la clarté morale de cette déclaration firent taire même les voix les plus sceptiques. Le capitaine Lemaire, commandant du fort, avança, étudiant Isabelle avec un intérêt nouveau. Ce guerrier, vous a-t-il dit pourquoi il était dans la région? Était-il seul? Isabelle soutint le regard du capitaine. Il traquait les mêmes pillards qui ont attaqué notre colonie. Il a dit que Tylène était ni Comanche ni blanc, mais des hommes mauvais qui vivent entre les 2 mondes. Cette information provoqua remous parmi les soldats qui luttaient pour identifier les auteurs de plusieurs attaques récentes. Dans les jours qui suivirent, l'histoire d'Isabelle se répandit dans toute la région, accueillie avec divers degrés de croyance et de scepticisme. Pour beaucoup, l'idée qu'un guerrier Comanche risque sa vie pour sauver une enfant blanche contredisait tout ce qu'on leur avait enseigné sur l'ennemi. Des autres, particulièrement ceux qui avaient connu la complexité des relations à la frontière, trouvaient le récit crédible précisément à cause de son improbabilité. Personne n'inventerait une telle histoire. Pour la famille Laroche, l'expérience provoqua une profonde remise en question. Henri Laroche, confronté à la réalité qu'un prétendu sauvage avait montré plus de compassion envers sa fille que sa propre communauté, démissionna de son poste d'administrateur. Dans une adresse publique qui en choqua plus il remit ouvertement en question le châtiment qui avait failli coûter la vie de sa fille. « Nous sommes venus sur cette frontière en cherchant la liberté et une vie meilleure », déclara-t-il aux colons assemblés. Pourtant, nous avons apporté avec nous la même cruauté et la même rigidité de pensée que nous prétendions fuir. Ma fille vit aujourd'hui non pas grâce à notre charité chrétienne, mais grâce à l'humanité d'un homme on nous a appris à craindre et à haïr. Isabelle elle-même fut transformée par son expérience. La fille qui avait toujours été étiquetée comme difficile et désobéissante devint concentrée et résolue. Elle convainquit ses parents, de plus en plus solidaires, de la laisser étudier la médecine, devenant finalement, une des premières femmes médecins de la région. Sa pratique devint connue pour traiter des patients de tous horizons, colons, soldats et amérindiens. Des années plus tard, alors jeune médecin voyageant entre 2 colonies, Isabelle rencontra un groupe de chasseurs Comanches alors qu'elle faisait route seule sur un sentier isolé. Des moments tendus s'écoulèrent alors que les guerriers encerclaient son chariot, armes prêtes.
Le chef du groupe mit pied à terre et approcha, son visage portant désormais les marques des années et des épreuves supplémentaires. Isabelle Laroche, dit simplement Théoa, une pointe de fierté dans la voix. Tu as trouvé ton chemin. Isabelle toucha le pendentif en bois de serre qu'elle portait toujours sous ses vêtements. Vous m'avez montré comment, répondit-elle avec la même simplicité. Leur seconde rencontre fut brève. Les réalités de leur monde restaient largement séparées et souvent en conflit. Mais à cet instant, alors qu'un guerrier comanche et une femme médecin de la frontière se regardaient avec un respect mutuel, gagné par une expérience partagée, quelque chose de rare et de précieux fut reconnu. La possibilité que la compréhension puisse exister, même à travers les fossés les plus profonds. Ni elle un ni elle autre ne pouvaient savoir que leur histoire, transmise à travers les générations dans les deux cultures, perdurerait longtemps après la fin des guerres de la frontière. Un testament de la vérité selon laquelle la compassion et le courage ne connaissent aucune limite, et que parfois, les frontières les plus importantes à franchir sont celles que nous érigeons dans nos esprits. Alors que Isabelle poursuivait son voyage et que Théoa retournait vers son peuple, le cheval de bois restait une connexion physique entre eux. Un petit mais puissant rappelle que même dans les temps les plus divisés, des actes individuels des humanités peuvent créer des ondes qui étendent bien au-delà des un seul moment ou des une seule vie. Et dans l'histoire de la frontière sauvage, parmi des innombrables récits de conflits et de malentendus, est l'histoire d'une jeune fille attachée à un poteau et du guerrier qui traversa le feu pour la sauver resterait dans les mémoires, non pour ses éléments spectaculaires, mais pour sa simple vérité. Le chemin vers une plus grande compréhension commence souvent par un unique acte de courage.